Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, les grandes manœuvres dans l'automobile. Renault et Daimler Mercedes annoncent une alliance stratégique. Il y aura échange de capital et coopération industrielle. Faut-il parler d'une nouvelle forme de délinquance? 2 nouvelles attaques à l'explosif ont été menées contre des distributeurs de billets ou des agences bancaires en plein jour. On en compte une dizaine depuis 6 mois. La grève à la SNCF commence ce soir. Les perturbations vont durer au moins jusqu'à vendredi matin. Insupportable pour nos clients, commente la direction. Nous serons en direct. On en parle depuis longtemps. C'est demain que démarrent les états généraux de la sécurité à l'école. Enquête ce soir sur ces professeurs qui prennent des cours d'autorité pour apprendre à tenir une classe. C'est le dossier de cette édition. L'armée américaine accusée de bavure en Irak, une vidéo accablante montre que 2 employés de l'agence Reuters ont été tués en quelques secondes parce qu'un appareil photo a été confondu avec une arme. Images et explications. Enfin, dérive ou tendance inéluctable, à leur tour, de plus en plus d'adolescents ont recours à la chirurgie esthétique avec l'assentiment des parents. L'ordre des médecins exprime des réserves, mais dans certaines cliniques, les jeunes représenteraient déjà un tiers des demandes. Bienvenue dans ce journal. Un grand nom de l'automobile française, un grand nom de l'automobile allemande. 11 ans après son mariage avec Nissan, Renault va donc lier son destin à celui de Mercedes. En l'occurrence, le groupe Daimler. L'État français a validé le rapprochement. Explication Romain Messi, Frédéric Vasquet. La classe A et la Twingo, bientôt cousines par alliance. L'annonce sera faite demain à Bruxelles. Renault va sceller un accord stratégique avec l'allemand Daimler, propriétaire des célèbres marques Mercedes et Smart. Pas de fusion en vue, mais une simple alliance approuvée par l'Elysée. Les 2 constructeurs ne devraient échanger symboliquement que 3% de leur capital respectif. Renault passe donc d'un tandem à un trio. Renault-Nissan a écoulé 6 millions de véhicules l'an dernier, Daimler 1 250 000. Ensemble, les 3 constructeurs entendent coopérer sur la production de petits modèles, sur les moteurs nouvelle génération ou la recherche-développement. En clair, diviser les coûts dans l'intérêt de tous. L'avantage pour Renault, c'est que progressivement, bénéficier d'économies d'échelle aussi, parce que si on met une plateforme commune entre une Twingo et une Smart, ça permet d'augmenter les volumes et ça permet d'améliorer les retours sur investissement. Une alliance saluée ce soir par les marchés, mais teintée d'incertitude. Car en 10 ans, Daimler n'a connu que des divorces lors de ses précédentes associations. Avec l'américain Chrysler tout d'abord, mais aussi le japonais Mitsubishi ou encore le sud-coréen Hyundai. Et à chaque fois, de grosses pertes financières. Le patron de Renault, Carlos Ghosn, est donc prévenu. Il noue demain des fiançailles avec le champion des mariages ratés. Pour mieux comprendre, Jean-Paul Chapelle nous a rejoint. Bonsoir Jean-Paul. Est-ce à dire qu'il est impossible de survivre aujourd'hui dans le monde de l'automobile si l'on reste seul? La réponse est oui. Pour comprendre, regardez à quel point le marché mondial est en pleine mutation. Aux États-Unis, les ventes d'automobiles ont chuté de 21% l'an dernier. En Europe, on nous annonce un recul de 10% cette année. Seule la Chine est en plein boom, plus 45%, mais c'est un marché largement dominé par les constructeurs locaux. Alors, quand le gâteau rétrécit, la compétition est plus vive. Comme on dit, l'union fait la force. L'alliance Renault-Daimler n'est pas la première et ce n'est pas la seule. D'autres constructeurs se sont rapprochés comme Peugeot et Mitsubishi pour faire un véhicule électrique, mais il y a d'autres alliances comme Fiat avec Chrysler ou Volkswagen avec Porsche. Les exemples ne manquent pas. Mais attention, se rapprocher ne veut pas dire fusionner. Pas question de grossir pour grossir. Chaque entreprise garde sa marque, son image. Comme par exemple dans le cas de Renault avec Daimler, eh bien, pour être plus fort, on va mettre en commun des équipes, des investissements et en particulier la recherche et le développement. À 2, on peut mettre plus d'argent. C'est le nerf de la guerre, bref, donner un coup d'accélérateur et adopter une conduite plus sportive de l'entreprise. Merci Jean-Paul Chapelle. L'économie encore avec la fronde de plusieurs départements contre l'État. Le cas de figure est inédit. Les conseils généraux estiment que le gouvernement, l'État en général, ne tient pas ses engagements financiers. La Seine-Saint-Denis, qui mène la révolte, va donc présenter un budget en déséquilibre, ce qui est théoriquement illégal. L'épreuve de force est engagée. Jeff Wittenberg, Yves Ginca, Arnaud Wust. Le président du Conseil général de la Seine-Saint-Denis, le département le plus pauvre, a voulu prendre un exemple éloquent. Alors voilà, on est au collège Louise Michel à Clichy-sous-Bois, un collège qui aurait vraiment besoin d'être réhabilité, d'être totalement reconstruit.
Et selon Claude Barthelone, cette réhabilitation, il ne pourra pas la mener car l'État ne paie pas sa dette. Alors que les départements doivent assurer toute une politique sociale, le versement du RMI, du RSA, il affirme que l'État ne donne rien en échange. Il y a eu l'affaiblissement des services publics nationaux, les enseignants, les postes d'enseignants supprimés, de policiers, d'infirmiers, pour financer une politique fiscale injuste. Mais maintenant, la deuxième lame, c'est en finir avec les services publics de proximité. En Saône-et-Loire, un département rural, c'est le vieillissement de la population qui coûte cher. Attention parce que j'ai mal à ma cheville. L'allocation personnalisée d'autonomie touchait 10 000 personnes en 2004 et coûtait 18 millions d'euros. Aujourd'hui, 18 000 bénéficiaires pour 37 millions. À la tête du département, un autre ténor socialiste qui a augmenté les impôts locaux et fait porter le chapeau à l'État. L'État nous donnait 50% de remboursement. Maintenant, nous sommes en dessous du tiers, on est à 30%. Pour aller au bout de sa logique, en Seine-Saint-Denis, Claude Barthelone, lui, fera voter après-demain un budget insincère, présenté à l'équilibre, alors qu'il manque, et cette erreur est assumée, 75 millions dans les caisses. Le gouvernement réplique. La France est un État de droit et le gouvernement va faire appliquer la loi. Il peut y avoir effectivement une mise sous tutelle en quelque sorte du Conseil général de ce département. Une mise sous tutelle, la Seine-Saint-Denis n'y croit pas comme elle. Une douzaine de départements sont aujourd'hui en rébellion contre l'État. 2 d'entre eux ont un président de droite. L'actualité sociale, la grève, a commencé à la SNCF depuis quelques minutes et elle a commencé dans un climat tendu. Ce ne sont pas 24 heures, mais 48 heures au moins d'arrêt de travail qui sont prévus à l'appel de la CGT et de Sudrail. La direction de l'entreprise parle d'un mouvement, je cite, assez insupportable et de désinvolture vis-à-vis du service public. Cette 3e grève en 3 mois porte sur la défense de l'emploi et des conditions de travail. Il image ici de la gare Saint-Lazare à Paris. Bonsoir Sophie Brune, vous êtes sur place. Quel est le sentiment là-bas ? Le sentiment qui domine du côté des usagers, eh bien, c'est un sentiment de lassitude. Alors certes, le trafic ne sera que moyennement perturbé demain, avec 70% des TGV en circulation, en région 60% des TER en moyenne. Mais malgré cela, le sentiment qui domine, c'est la lassitude, car vous l'avez dit, c'est le 3e mouvement en moins de 3 mois. Je vous propose d'écouter certains des voyageurs que nous avons rencontrés avec Didier Dahan. Ils sont assez peu compréhensifs, ils sont souvent résignés et parfois même excédés. On fait avec, on a l'habitude maintenant. Il y a 3 semaines, ils ont fait la grève. 3 semaines, encore la grève. C'est bon, on en a marre là. À un moment donné, trop c'est trop, quoi. C'est systématique. Il y a peut-être d'autres façons, d'autres actions possibles que systématiquement bloquer des milliers, peut-être plus de personnes. Moi ça va avec le service minimum, je suis pas trop touchée. Voilà, propos recueillis donc par Sophie Brune et Didier Dahan. Et puis toujours à propos de train, sachez qu'un TGV a percuté une voiture à un passage à niveau près d'Angers sur la ligne Nantes-Lyon. Le conducteur a été tué sur le coup. Personne ne comprend vraiment l'origine de l'accident. Les barrières du passage à niveau n'étaient pas abîmées et les feux clignotants étaient en état de fonctionnement. Un phénomène qui commence à inquiéter la police, les attaques à l'explosif en pleine rue, en plein jour, contre des distributeurs de billets ou des agences bancaires se multiplient. 2 de ces attaques ont encore été menées aujourd'hui. Une forme de délinquance nouvelle. Par miracle, il n'y a pas eu de blessés. Yacine Benjanet, Francis Forget. Un bureau de poste pris d'assaut. Peu avant l'ouverture, ce matin, 2 malfaiteurs arrivent à 2 roues. Ils font sauter ce distributeur et remplissent plusieurs sacs de billets, butin, 30 000 euros. Alertés par la déflagration, des badauds accourent et filment les lieux avec leur téléphone portable. Les malfaiteurs n'ont pas réussi à emporter tous les billets avant de prendre la fuite. Et l'arrivée sur place, stupeur, je vois des billets, je me rends compte que c'est la poste qui a été braquée. Et il y a un monsieur qui est là, qui ramasse les billets. Qui les ramasse et qui les pose sur le comptoir, quoi. Quelqu'un de bien. Alors je suis un peu surpris, pas de policiers, c'est le chaos, quoi, il n'y a personne. Quelques heures plus tard, à 70 km de là, une autre attaque. 3 malfaiteurs font sauter un coffre extérieur avant de repartir bredouille. La déflagration a soufflé les vitres de tout le voisinage, heureusement sans faire de blessés. Voitures béliers ou explosifs, les attaques contre les distributeurs de billets se sont multipliées, au moins 62 en 2009, un chiffre sans précédent. Car braquer des distributeurs, c'est moins risqué que de braquer les employés d'une banque. Rentrer dans une agence bancaire avec des armes sans prendre personnel, souvent c'est pour un butin qui est vraiment dérisoire. Et donc vous risquez des peines très lourdes pour un butin infime. Le distributeur de billets ou le tiroir d'approvisionnement est en façade, donc il est accessible. Ce phénomène inquiète les policiers.
car depuis 6 mois, les malfaiteurs recourent de plus en plus aux explosifs pour arriver à leur fin. L'éducation avec le coup d'envoi des États généraux de la sécurité à l'école. On en parle depuis plusieurs semaines. Ils vont démarrer demain et pour 2 jours. Gouvernement, chercheurs, enseignants, il s'agit, vous le savez, de trouver des réponses face à la violence scolaire. Il faut savoir que de plus en plus de professeurs se sentent désarmés et c'est la fin d'un tabou. Des formations à l'autorité leur sont maintenant proposées. Comment réagir face à une insulte, comment tenir sa classe. Ces formations sont très concrètes, c'est le dossier de cette édition. Il est signé Antoine Gaveau, Chloé Cormery. Qui était FM Alexander? Comme un comédien, il travaille sa voix, le positionnement de son corps. En 1869. Là on est bon. Et tu recommences. Pourtant, pareil. Erwan Toinen n'est pas acteur, mais professeur de maths en banlieue parisienne depuis 2 ans. Avec lui, une dizaine de jeunes collègues, formés par d'anciens professeurs pour affirmer leur autorité en classe. Elle s'est enrichie énormément. La première chose qui permet de s'imposer par rapport aux élèves, c'est la voix et l'attitude qu'on a en classe. Donc la position qu'on a, où on se positionne dans la classe. Et ça, c'est pas inné. Et ça, non, ce n'est pas du tout inné quand on arrive en tant que professeur. On arrive en région parisienne, on est nouveau dans un établissement, les élèves nous testent forcément et cherchent à voir justement nos limites, voient qu'on n'a pas autant d'expérience qu'un professeur chevronné qui est là depuis des années. Donc ce travail, il va vous aider? Je pense que oui, j'espère. Respirer. Ils enseignent depuis 1 ou 2 ans, en collège et lycée, et sont volontaires pour cette formation. Au total, une vingtaine d'heures dans l'année. C'est pas contracté. Quand on est enseignant, on travaille surtout un contenu intellectuel avec de longues années d'études et on ne travaille pas du tout sur la personne. Et ça manque? Ça manque cruellement. Ça manque tellement que dans l'Académie de Créteil, les formations sur l'autorité se multiplient. Sébastien Clerc, jeune professeur de français, a eu des problèmes et puis il a trouvé des solutions. Aujourd'hui, il dispense des cours de tenue de classe avec quelques astuces, valoriser l'élève, faire un plan de classe et surtout, coûte que coûte, garder son calme. Exemple. Là, l'élève me dit faites un rapport pour en parler à mon père, je m'en bats les couilles. J'ai dit très bien, je ne ferme pas les guillemets, vous pouvez en parler à mon père, je m'en bats les couilles. Le papa était très content le soir même d'apprendre que sa fille avait prononcé cette phrase. L'élève s'est comporté d'une manière exemplaire jusqu'à la fin de l'année parce qu'elle a senti qu'il y avait une réaction qui était précise. Mais alors, est-ce que ça marche? Caroline Girardot enseigne le français depuis 2 ans en ZEP, dans un lycée professionnel. Il y a des élèves qui restent encore assez agités, donc je m'inquiète un peu, d'autant plus... Et les débuts ont été difficiles. Lundi. Moi, quand j'ai commencé dans une autre académie ma carrière, que j'ai demandé de l'aide concrète par rapport à l'autorité, on m'a gentiment répondu que l'autorité, en gros, on ne l'avait ou on ne l'avait pas, et que si je ne l'avais pas, je pouvais changer de métier. L'année suivante, elle change d'académie, elle profite des cours d'autorité de Sébastien Clerc, et ça s'entend. Enlevez vos blousons, il fait 50 degrés dans la salle. Tu peux ranger ton portable s'il te plaît, merci. Écoutez-moi s'il vous plaît, il ne faut pas faire une phrase, il faut faire un récit d'une dizaine de lignes, d'accord? Vous allez me rédiger... Ces heures de classe se passent aujourd'hui bien mieux. Il y a du progrès, mais il y a encore des cours qui se passent mal. Et parfois on est un peu... on n'a pas les armes face à ce genre de problème. Mais ça viendra. Oui. La situation est en train d'être ce qu'elle est-ce que ma réponse va mettre encore plus de bazar? Pour que les profs apprennent l'autorité, il aura fallu dépasser un tabou, avouer qu'ils pouvaient avoir des problèmes. Il y a 15 ans, si on s'inscrivait à un stage où il y avait marqué autorité, automatiquement on avait accroché dans le dos. Tu as des problèmes d'autorité. C'est un aveu de faiblesse. Absolument. Dans l'Académie de Créteil, la formation à l'autorité est devenue obligatoire pour tous les jeunes enseignants. L'initiative pourrait bientôt se développer partout en France. En bref, les avalanches d'hier ont fait un 5e mort. Le skieur de 58 ans, grièvement blessé après avoir été enseveli dans le massif de Beldon en Isère, n'a pas survécu à ses blessures. À l'étranger, qui a dit que la guerre pouvait ressembler parfois à un jeu vidéo? Les images que vous allez découvrir sont troublantes, c'est le moins que l'on puisse dire. Ce sont celles d'une bavure commise en Irak par l'armée américaine, c'était en 2007. On y voit et on y entend des soldats agir avec ce qui ressemble bien à de la désinvolture. Cette vidéo a été révélée aujourd'hui. Ce sont les règles d'engagement de l'armée qui sont remises en question. Claude Samper, Frédéric Boll. Sur ces images tournées par un hélicoptère américain le 12 juillet 2007 à Bagdad, on voit 2 hommes marcher dans la rue. Celui de gauche est un photographe de l'agence Reuters, il porte un appareil photo.
À ses côtés, son chauffeur. Derrière eux, on aperçoit des hommes qui semblent clairement porter des armes. Pour les pilotes de l'hélicoptère, aucun doute. On a 5 ou 6 gars avec des AK-47. On demande l'autorisation d'ouvrir le feu. L'hélicoptère a en fait été appelé sur zone car il y a eu peu de temps auparavant des échanges de tirs dans le secteur. Et quand un peu plus tard une personne s'abrite derrière un mur, les pilotes sont persuadés qu'ils ont face à eux un homme avec un lance-roquette. Il a un RPG. L'hélicoptère fait alors un tour, redemande l'autorisation de tirer. Les pilotes obtiennent le feu vert, ils tirent. Cet hélicoptère peut se trouver à 1, 2 ou 3 km de sa cible. Et donc c'est pour ça qu'il y a un décalage que l'on voit à l'image entre le frémissement de la caméra au moment du départ des tirs et les quelques secondes après pour l'arrivée des balles qui détruisent le groupe. Quand on voit l'ensemble de la séquence, on voit qu'il y a tout un cheminement avant les tirs et qu'il y a interrogation de l'équipage pour essayer de déterminer qui est armé au sein du groupe. On peut penser que cet hélicoptère est là parce qu'il a eu du renseignement sur ce groupe et il prend quand même un certain temps. On voit bien qu'il tourne autour du groupe pour essayer de voir qui est dans le groupe, qui est armé, et à un moment il prend la décision. Du point de vue militaire américain, l'engagement du feu semble normal dans les conditions de ce type de conflit. Sur les images militaires, on voit quelques instants plus tard un véhicule qui se présente pour emporter les blessés. Les pilotes s'impatientent et demandent à nouveau l'autorisation d'ouvrir le feu. On a un véhicule noir. On peut y aller? On peut tirer? Oui, allez-y. Quelques minutes plus tard, d'autres soldats américains emportent dans leurs bras 2 enfants blessés. Il y aura en tout 12 morts. L'enquête ouverte à l'époque par l'armée avait conclu qu'aucune erreur n'avait été commise. Bonsoir Stéphane Breitner, vous êtes en direct à Washington. Est-ce que ces images font aujourd'hui scandale aux États-Unis ou pas ? Écoutez, scandale, c'est beaucoup dire, l'histoire était connue ici, mais les images que vous venez de voir ont bien évidemment renforcé le caractère dramatique de cette histoire. Alors, les premiers à réagir dès hier soir ont été les militaires, le Pentagone, qui refuse toujours de parler de bavure, qui estime que les 2 journalistes étaient bien avec des insurgés, qu'ils ne portaient pas de signe distinctif, bref, qu'il n'y a rien de nouveau par rapport à l'enquête qu'ils avaient menée. De son côté, l'agence Reuters, qui employait les 2 hommes, ne veut pas polémiquer. Pour eux, cet accident est le résultat des dangers du travail de journalistes dans une zone de guerre. Alors vous savez, à chaque fois, ce sont donc soit les médias, soit les organisations humanitaires qui révèlent les bavures de l'armée américaine. La plus marquante, c'était, souvenez-vous, en 2004, à Haditha, toujours en Irak, pour venger l'un des leurs. 8 hommes s'étaient lancés dans une vraie chasse à l'homme dans toute la ville. Ils avaient abattu 24 civils. À l'époque, l'armée avait refusé de reconnaître, couvert ces hommes, de reconnaître qu'il s'agissait d'une bavure, avant bien évidemment de devoir l'admettre après les révélations du Times. En tout cas, aujourd'hui, un seul de ces soldats est jugé devant un tribunal militaire et ce sera au début du mois de septembre. Stéphane Breitner à Washington. Merci Stéphane. Toujours à l'étranger, on en vient à l'affaire qui réveille les peurs en Afrique du Sud. Peur de la surenchère entre extrémistes partisans de la suprématie blanche et certains groupes radicaux de l'ANC. Les assassins présumés d'Eugène Terre-Blanche, l'un des dirigeants de ces groupes favorables à la suprématie blanche, ont été inculpés aujourd'hui. L'audience a donné lieu à un face-à-face tendu. Sur place, Dominique Derda, Frédéric Ranck, Sylvain Barral. Quand ils ont commencé à chanter l'ancien hymne national, celui du temps de l'apartheid, la tension soudain est montée d'un cran. Face aux afrikaners, les Noirs ont entonné le nouvel hymne officiel, Nkosi Sikelel', celui d'après la libération de Nelson Mandela. Très vite, la police doit intervenir et séparer les 2 camps. Au palais de justice de Ventersdorp ce matin, les 2 meurtriers présumés d'Eugène Terre-Blanche, des employés avec lesquels ils venaient de se quereller pour une histoire d'argent, doivent être entendus par un juge d'instruction. Pour les partisans du leader d'extrême droite, sa mort est la preuve que Noirs et Blancs jamais ne pourront vivre en paix. Comment on peut vivre ensemble avec les gens avec le seul but, c'est de prendre nos terres, de tuer nos fermiers, de violer nos femmes et de rentrer dans nos maisons et de nous tuer en train de dormir. Tous sont convaincus que ces meurtres nombreux ne sont pas le fruit du hasard. La preuve, une autre chanson, une vieille rengaine du parti de Mandela que Julius Malema, le responsable de la jeunesse, a remis au goût du jour. Elle s'appelle « Il faut tuer le bourg, le fermier blanc ».
Lorsque les prévenus repartent pour la prison, nombreux parmi les jeunes noirs sont ceux qui les acclament comme des héros. Nous avons toujours combattu les gens comme terre blanche. Alors qu'ils meurent, on s'en fout. À 2 mois de la Coupe du Monde de football, ce regain de tension raciale est une très mauvaise nouvelle pour l'Afrique du Sud, qui espérait bien profiter de cette occasion pour donner d'elle une autre image, celle d'un pays réconcilié avec son passé. Ce soir ici, on en est loin. En bref encore, les Britanniques aux urnes, c'était un secret de polichinelle. Gordon Brown a annoncé que les élections législatives se dérouleront dans un mois tout juste, le 6 mai. Elles s'annoncent comme un duel entre le Premier ministre travailliste, qui remonte dans les sondages, et le jeune chef des conservateurs, David Cameron, qui garde une courte longueur d'avance, un scrutin qui pourrait être très serré. Et puis, le Brésil et particulièrement l'État de Rio sont touchés par des pluies torrentielles depuis hier soir. Inondations, glissements de terrain, le bilan est très lourd, on compte au moins 77 morts, la plupart emportés par des coulées de boue. Il est 20h19, restez avec nous. À suivre, enquête sur l'énergie propre la moins chère de France, la géothermie. Nous irons en Guadeloupe. Dérive ou tendance logique, les adolescents sont de plus en plus nombreux à solliciter la chirurgie esthétique. Reportage dans un instant. Et puis les débuts de Julien Doré au cinéma, un premier rôle dans une comédie de Pascal Thomas sur le couple et ses aléas, sortie demain dans les salles. Mais d'abord, cette affaire rocambolesque à première vue, mais qui repose la question d'un éventuel abus des gardes à vue. À Marseille, 3 lycéens ont été interpellés, menottés, retenus pendant plusieurs heures, une demi-heure après une dispute apparemment banale avec une camarade. Banale à un détail près, la mère de la jeune fille, immédiatement alertée, est officier de police. Sur place, Stéphane Despinois. Tout est parti d'une dispute entre élèves sur le trottoir du lycée Antonin Artaud. Fin mars, 3 élèves de première insultent une autre élève. Il lui envoie un bouchon de liège sur la tête. La dispute aurait pu passer inaperçue, sauf que la jeune fille prévient sa mère, commandant de police dans la commune voisine. 30 minutes plus tard, 12 policiers font irruption au lycée à bord de 3 véhicules de service. Ils demandent à embarquer les 3 adolescents. Les enseignants sont choqués. Il n'y a pas de plainte déposée, il n'y a pas de flagrant délit, il n'y a pas de demande de l'établissement, il n'y a pas de demande du procureur. Donc on est vraiment dans une zone totale de non-droit. Au commissariat de plan de Cuques, les 3 élèves sont fouillés, menottés, puis sont soumis à une prise d'empreinte et même à un prélèvement ADN. Ils ne seront relâchés qu'en fin d'après-midi. La version est contestée. Quand j'entends dire qu'ils ont été mis à nu, quand j'entends dire qu'ils ont été attachés 6 heures à un mur, à un anneau, et quand je vois le PV par exemple de fin de garde à vue, avec le début de la garde à vue et qu'en tout il y a à peu près 8 heures avec tous les transferts que ça correspond, j'émets des doutes sur certaines déclarations. L'inspection générale de la police nationale est saisie, les parents ont été reçus. Selon le préfet de police de Marseille, l'officier était habilité à intervenir dans le lycée. Reste à savoir si déontologiquement, en tant que policier et maire, elle pouvait intervenir. D'ores et déjà, la police a promis aux parents que les empreintes des adolescents seront effacées des fichiers. Notre série de reportages maintenant sur la semaine du développement durable. Voici une énergie dont on parle peu et qui se cache juste sous nos pieds, la géothermie. Exploiter la chaleur souterraine issue de l'activité volcanique. Une centrale fait figure de modèle en France, celle de Bouillante en Guadeloupe. Elle produit 8% de l'électricité de l'île. Reportage de nos envoyés spéciaux Valérie Lerouge, Yann Moine. Une eau à 27 degrés au large et à près de 40 degrés dans ce petit bassin au pied du volcan de la Soufrière. On est dans une source d'eau chaude. Il y a autour de nous des points où l'eau sort avec une certaine vapeur. Et cette eau nous permet de nous détendre, de faire du bien à nos rhumatismes. C'est agréable. Agréable pour les riverains, bien utile pour les géologues. Cette eau chaude isolée est le signe qu'il y a en dessous une véritable mine d'or. Cette eau chaude en profondeur, elle fait près de 250 degrés et que cette eau chaude peut être utilisée pour faire de l'électricité, notamment à partir de la vapeur d'eau qu'on récupère en profondeur. Pour que ça marche, il faut un volcan pour produire de la chaleur, de l'eau de mer et de l'eau de pluie qui s'y infiltrent et des failles où se concentre l'eau en ébullition. Il suffit ensuite de forêts pour récupérer la vapeur et la transformer en électricité. C'est ici que se fait l'opération, dans la commune bien nommée de Bouillante. Cette centrale produit 15 mégawatts, ce que consomme une ville de 40 000 habitants. Vous avez par exemple, si on prend le principe hydraulique, c'est la force de l'eau qui va entraîner une roue
et qui va la faire tourner. Ça, c'est la force de la vapeur qui va entraîner la roue et la faire tourner. Cette électricité coûte 25% de moins à produire que dans une centrale au fioul. Autre avantage pour EDF qui la rachète, elle est totalement propre et plus facile à maîtriser que l'énergie solaire ou éolienne. C'est une énergie renouvelable qui est garantie. Si on compare avec le photovoltaïque, par exemple, la nuit, le photovoltaïque ne produit pas. Alors que la géothermie, elle, produit 365 jours par an, 24 heures sur 24. Encouragée par le gouvernement, la géothermie devrait se développer rapidement ici. Si elle ne couvre que 8% des besoins de la population, elle devrait passer à 30% d'ici à 2020 avec la construction d'une nouvelle centrale. On en vient à ce qu'il faut bien appeler la banalisation de la chirurgie esthétique. Le phénomène est minoritaire, mais il est en augmentation de l'avis de tous les médecins. À leur tour, de plus en plus d'adolescents, oui, des adolescents y ont recours, avec l'assentiment des parents. L'ordre des médecins exprime des réserves, mais dans certaines cliniques, notamment à Paris, les jeunes représenteraient déjà un tiers des demandes. Reportage Estelle Collin, Olivier Robert. Victoire. On va tout repréciser puisque je vous opère dans un petit moment. Elle a 16 ans. Elle rêve déjà de se faire refaire les seins. C'est l'heure de la consultation préopératoire. Laissez avec cette taille-là pour voir si ça vous convient. Vous voulez pas attendre d'avoir 18 ans ni d'avoir le recul qu'il faut à 18 ans. Non. Et vous estimez que c'est nécessaire pour vous psychologiquement maintenant? Oui. Ouais, mais là j'ai tellement hâte déjà d'être dans le bloc. Et après, les jours à venir, après, bon, j'espère que je vais pas avoir trop mal. Qu'est-ce qui aurait pu vous faire hésiter? Que mes parents soient contre. Enfin, qu'ils trouvent que je sois trop jeune. Enfin, je sais que si on m'avait vraiment bourré le crâne en me disant 16 ans, c'est pas l'âge pour faire ça, je pense que j'aurais peut-être abandonné. Or, justement, la mère de Victoire ne s'y est pas opposée. Elle-même a eu recours à la chirurgie esthétique il y a quelques années, avec le même chirurgien. Je ne l'avais pas vue nue depuis un petit moment parce qu'à l'adolescence, les enfants se cachent, etc. Donc je savais qu'elle avait beaucoup maigri, elle était toute belle. Mais quand on en a parlé très sérieusement et qu'elle m'a montré, je me suis dit qu'effectivement, c'était pas bien de la laisser comme ça. Le chirurgien non plus n'a pas été arrêté par l'âge de Victoire, mais il reconnaît quand même qu'opérer si jeune présente des risques. Le risque qu'elle soit déçue, le risque qu'elle ait envie de changer d'avis plus tard, le risque qu'elle soit pas mûre pour prendre sa décision. Donc tout cela fait qu'on doit peser vraiment le pour et le contre énormément avant de prendre cette décision. Victoire, bonjour, Christine Alphen. La loi a mis des garde-fous pour protéger les mineurs. Victoire, même avec l'autorisation de ses parents, a dû rencontrer une psychologue. Asseyez-vous. Enfin, j'ai eu envie de le faire l'année dernière. Oui. Donc ça fait un an que j'y réfléchis. J'ai perdu beaucoup de poids. Les magazines, les photos, la télévision interviennent à un moment où le jeune n'a pas encore conquis son identité narcissique et donc très très vulnérable à l'image. Dans le cas de Victoire, la psychologue vérifie qu'elle n'agit pas comme ces midinettes américaines, instrumentalisées par des shows de chirurgie réalité. But de l'émission, à coups de dollars, se payer le corps d'Angelina Jolie ou encore la tête de Britney Spears. Du virtuel à la réalité qui n'est jamais sans risque. Victoire passera 1h30 au bloc, anesthésie générale, 5 000 €, le prix pour gommer ses complexes. Vous n'appréhendez pas de... 3 semaines plus tard, consultation post-opératoire. Qu'est-ce que vous pensez donc de la taille, de la forme? Parfait, ils me plaisent beaucoup. Le volume? Est-ce que vous avez l'impression que ça va résoudre le petit complexe que vous aviez? Oui. C'est vrai? Rien que pour la plage, le maillot de bain. Qu'est-ce qui fait peur après? La prothèse, juste oui, que ça éclate comme ça, alors qu'on soit trop brusque et que boum, il va falloir tout refaire. Enfin, je pense que je le sais, c'est solide, etc., mais bon, ça reste toujours la peur. Et si jamais ça se passait mal, et si jamais. Selon une étude, 2 adolescents sur 3 sont convaincus qu'un coup de bistouri améliorerait leur vie, mais 40% de ceux qui sont passés à l'acte, finalement, sont déçus. Du cinéma avec la sortie du dernier film de Pascal Thomas, au titre évocateur, ensemble nous allons vivre une très très grande histoire d'amour. Signe particulier, hormis le titre, cette comédie romantique marque les débuts sur grand écran d'un certain Julien Doré. Pascal Deschamps, Frédéric Basile. Nous
Nous avions quitté l'an dernier un Julien Doré tout auréolé de gloire musicale et du titre de l'homme le plus sexy de l'année devant Brad Pitt. Nous l'avions retrouvé cet été, en plein tournage du long métrage dont il est le héros. Remets-toi au départ, au revoir. Allez, ne parlez pas comme si j'avais un karting. Loin des tombeurs irrésistibles, il joue Nicolas, un jeune provincial naïf, persuadé de vivre l'histoire d'amour idéale. Une histoire qui se révélera pleine de péripéties. Qu'est-ce que c'est que ça? Ensemble, Nous allons vivre nous allons vivre. une très grande histoire d'amour. J'en ai profité pour envoyer 2-3. Une histoire d'amour née de l'improbable rencontre entre le jeune chanteur et le réalisateur des Ozo ou du Chaud Lapin. C'est lui qui a eu l'idée de lui offrir un rôle de jeune premier de comédie. Je me moque beaucoup de lui, ce qui est une grande qualité. D'abord, surtout si on veut faire de la comédie. Bon, il est très différent des comédiens qu'on peut voir aujourd'hui. Nicolas Artevis, coiffeur pour homme. Comment vous faites le dégradé? Lycée à la Mariano. J'ai aussi le coup de main pour le rabat de mèche sur le côté du crâne, avec tortillon ou double bande. Ben, ma spécialité, c'est massage du cuir chevelu avec le jaune d'œuf, pour bulbe desséché. Entre les mains de Pascal Thomas, Julien Doré s'en est donné à cœur joie, explorant toutes les facettes du personnage. Ce qui m'a profondément touché et qui m'a donné envie de développer des choses, c'est la naïveté de ce personnage. Et en même temps, une forme de pureté. Et puis j'étais amené donc par une équipe qui me prenait en charge, quoi. Donc l'amusement, il est venu de là. C'est-à-dire que quand on a le sentiment d'être un enfant, on a des tonnes de possibilités. Cocu! Imbécile, moi, tu vois. Un film dont on sort le cœur léger et les zygomatiques endoloris. Et Pascal Thomas pourrait bien avoir révélé une nouvelle star sur grand écran. Une image de football avec le premier qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Il y a quelques instants, l'Inter de Milan l'a emporté 1-0 en Russie face au CSKA Moscou, but de Schneider. L'Inter l'avait déjà emporté 1-0 à l'aller. Avant de refermer le journal, je vous en rappelle l'un des principaux titres, les grandes manœuvres dans l'automobile. Renault et Daimler Mercedes annoncent une alliance stratégique. Il y aura échange de capital et coopération industrielle. Merci à vous tous. Tout de suite la météo, Tania Young. C'était trop beau, la pluie revient. 20h35, vous avez rendez-vous en terrain connu. Frédéric Lopez emmène Marianne James chez les Bajau d'Indonésie. À 22h25, j'aurai le plaisir de vous retrouver pour le retour des infiltrés, avec ce soir une enquête exceptionnelle sur la pédophilie et la façon dont les réseaux se sont développés à partir d'Internet. Je vous souhaite une très bonne soirée sur France 2. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.